Bonjour, je suis en présence de Pierre Giorgini, notre président recteur, et Philippe Gallois, professeur de neurophysiologie à la faculté de médecine et maïeutique de Lille. Cette faculté organise une conférence concernant les objets connectés et la santé au cœur de la transition fulgurante. Il est vrai que nous sommes au cœur d'une période singulière, nous sommes entourés de capteurs, d'objets connectés. Ces objets connectés sont-ils le reflet de notre civilisation d'aujourd'hui? Est-ce une étape comme les autres, comme il y a eu l'étape de l'imprimerie, comme il y a eu l'étape de l'électricité au XIXe siècle? Ou y a-t-il un phénomène singulier que l'on pourrait concrétiser sous le terme de transition fulgurante? Pierre. Oui, alors donc, moi je suis un peu, j'allais dire, en marge du thème, mais je crois que c'est assez intéressant parce que justement le propos de la transition fulgurante, c'est d'essayer de montrer qu'on rentre dans la civilisation de l'inédit, c'est-à-dire ce qui semble évident, par exemple, c'est clair, on pourrait dire, bon, les objets connectés, on voit tout de suite comment ça peut concerner la santé, parce qu'il y a des capteurs, parce qu'on pourrait connecter ces capteurs à des banques de données, etc. Moi, mon propos, c'est de dire qu'il faut qu'on fasse attention parce que l'innovation se niche dans ce qui n'est pas l'évidence, c'est-à-dire que j'essaye de montrer dans la transition fulgurante qu'en fait, les innovations les plus radicales naissent de rencontres, au fond, de trois grandes transitions. Une transition technoscientifique large, qui est quand même fortement basée sur l'hyperpuissance digitale, qui investit à peu près tous les domaines. Les objets connectés en étant qu'un, mais on a aussi la réalité virtuelle 3D, on a aussi l'intelligence artificielle, on a aussi... Donc, essayer de montrer comment se jouent ces interactions entre les différentes technosciences, et surtout de voir comment cette transition technoscientifique se combine avec une transition d'ordre social et aussi un changement de paradigme des systèmes de coopération. Parce que finalement, les objets connectés, c'est quoi? C'est des objets qui coopèrent dans un mode maillé coopératif. Les objets connectés, ce n'est pas un calculateur qui commande des objets, c'est des objets qui embarquent de la capacité de communication, de la capacité de traitement, et qui vont se mettre en réseau pour constituer une forme d'intelligence de réseau qui va pouvoir être aidée, augmentée par exemple, le big data. Eh bien, ce que montre la transition fulgurante, c'est qu'on observe la même chose dans les coopérations interhumaines. C'est-à-dire que dans le mode Internet, on a aussi des hommes et des femmes qui finalement sont à la fois clients-fournisseurs, donc capteurs-fournisseurs, sont aussi consommateurs, mais peuvent aussi produire, etc. Et donc, il y a une forme d'autonomisation, de désintermédiation, de désasymétrisation qui est en cours dans la société elle-même, dans les coopérations humaines, et ça a un lien fort avec la médecine. On voit bien, comme je dis souvent, j'aime bien prendre ce type d'exemple, même si ce n'est pas mon métier, mais chaque médecin voit bien que souvent des patients arrivent, ils n'arrivent pas avec des symptômes, ils arrivent avec une maladie, parce qu'ils sont allés sur Internet et le médecin a parfois bien du mal à le convaincre que les symptômes qu'il a ne correspondent pas à son diagnostic. Donc cette espèce de montée du consommateur en consommateur, voire en consocepteur, je pense qu'on doit le voir aussi dans le champ de la santé, c'est-à-dire le patient qui patiente et qui est seulement consommateur de la santé, je pense, va revendiquer de façon légitime ou pas, d'ailleurs c'est pas la question, de plus en plus d'être un espèce de patient acteur, voire un patient cepteur, concepteur presque de son parcours de soins, en tous les cas, va demander de plus en plus à y être impliqué, à être plus un partenaire, non plus centré sur le patient, mais sur la guérison. Et tout ça se cumule avec des transitions économiques qui sont phénoménales, notamment la relocalisation et tout ce qui concerne la baisse des coûts fixes. Et donc, ce que je propose, c'est de présenter ça et au fond de laisser l'interpellation aux médecins, aux gens de la santé qui seront dans la salle en disant, bah, au fond, est-ce que ça nous concerne, est-ce que ça ne nous concerne pas? Et par cette forme de détour, de se dire, bah, tiens, au fond, oui, c'est vrai que la médecine, par exemple, l'effondrement des coûts fixes, est-ce que la médecine sera confrontée, comme l'industrie, à l'effondrement des coûts fixes? C'est une question intéressante. Est-ce qu'on va continuer à centraliser des hôpitaux avec des scanners, des IRM à des coûts énormes qui vont nécessiter de concentrer les actes? Ou est-ce que, comme dans l'industrie, on peut imaginer un effondrement des coûts fixes, notamment des systèmes de robotique, voire d'examen, d'analyse, qui ferait qu'on pourrait au contraire relocaliser des actes médicaux, des actes de santé globale, quitte ensuite à les renvoyer sur... voilà, donc je n'apporte pas de réponse parce que je suis au-delà de mon niveau de péteur, mais je montre ce qui se passe dans d'autres secteurs et je dis aux médecins, à votre avis, est-ce que chez vous c'est complètement différent? C'est-à-dire le patient acteur, ça n'existe pas, le patient cepteur, alors là, n'en parlons pas, et puis voilà. Donc c'est ça un peu le thème que je compte prendre ce soir. Alors Philippe, à tout seigneur, tout honneur, le cerveau est un objet de connexion par excellence. On a parlé d'objets connectés, on a parlé de travailler en réseau.
Est-ce que cette image d'ordinateur du cerveau correspond à la période d'aujourd'hui ou est-ce vraiment une nouvelle donne? Et après, est-ce que réellement en santé, les objets connectés vont nous permettre de remplacer le cerveau du neurologue pour faire un diagnostic? Tout d'abord, peut-être donc l'image du cerveau, il y a eu de nombreuses métaphores du cerveau et elles ont à peu près toujours correspondu à peu près à la technique. Déjà Descartes, il disait le cerveau fonctionne comme les orgues, l'air qui s'écoule dans les tuyaux des orgues, c'est la même chose pour l'influx vital qui circule. Ensuite, on a comparé ça avec les conceptions thermodynamiques, avec une machine, la pulsion-répulsion, c'est à la base d'ailleurs des théories analytiques. Et puis bien entendu, quand dans les années 50, on s'est rendu compte que le neurone fonctionnait de manière binaire, oui, non, on a tout de suite pensé à un neurone formel qu'on pourrait modéliser dans la silicone et on a tout de suite pensé qu'il y avait des liens entre le cerveau et l'ordinateur et ne serait-ce que rappeler qu'un des flagships, un des projets importants de l'Europe actuellement, c'est Human Brain Project, le projet du cerveau humain, qui consiste à modéliser totalement le cerveau humain, 100 milliards de neurones sur un ordinateur. Et ils ont eu une bourse de 1 milliard d'euros sur 10 ans. C'est Macram en Suisse qui pilote tout ça, et c'est en train de se développer. Il envisage que pour 2023, il aura modélisé les 100 milliards de neurones du cerveau humain, ce qui paraît absolument ahurissant. Bon, il y a quand même une certaine levée de bouclier, ne serait-ce que de ceux qui ne vont plus toucher les crédits. Les crédits sont alloués à une équipe, les autres protestent, et puis il y a d'autres critique qu'on pourrait faire. Et puis, le cerveau, il est peut-être encore plus fantastique qu'on ne le pense. Là, il y a quelques jours, je lisais un article de Terry Seginevsky du Salk Institute. Ils viennent de se rendre compte que les capacités de stockage du cerveau sont 10 fois plus importantes que ce qu'on pensait. Et que ce n'était probablement qu'un début. On est de l'ordre du pétabit, comme on doit dire. Enfin, peu importe, pétaoctet, donc c'est 10 puissance 15, quoi. 10 puissance 15. Ouais. On a multiplié par 10 et on pense que ça va encore augmenter. Donc le cerveau n'a pas tout dit. Tu te souviens du colloque qu'on avait organisé de neurophilosophie, Bergson et les neurosciences, où un vieux philosophe chenu qui s'appelle Alexis Filonenko est arrivé et monté à la tribune en disant « Pour le cerveau, on en est à l'âge de pierre », avec un tollé des neuroscientistes, bien entendu, mais pour dire qu'on n'a pas encore fait le tour. Alors les objets connectés, eh bien évidemment, maintenant c'est un phénomène qui est devenu important en médecine, mais en fait c'est au croisement de la médecine, de la performance et de la santé et du bien-être. C'est des objets qui vont servir, ils étaient utilisés par les sportifs, on le savait de longue date, mais maintenant ils sont utilisés par ceux qui veulent surveiller leur performance, mais aussi améliorer leur bien-être, calculer leurs dépenses énergétiques. Et puis en médecine, ça va bien sûr permettre une surveillance, le déclenchement d'alertes. Ça peut être tout à fait prometteur. Ça, c'est la première approche, donc l'intérêt de cette technique pour l'homme, mais un point particulier par rapport aux autres développements techniques, cette fois, le développement technique se retourne sur l'homme. Jusqu'ici, c'était un développement technique vers l'environnement, vers la nature. Là, ça se retourne vers l'homme. Donc, il y a une circularité qui mérite qu'on fasse très attention. Notamment, il y a des dérives, un petit peu comme le quantified self, le soi quantifié, la quantification de soi des courants aux États-Unis, où on multiplie les capteurs, on distribue les données, on les met en réseau, on les compare, on étudie ses performances, avec des images de l'homme, des conceptions anthropologiques qui sont peut-être un peu critiquables. Mais entre santé... J'aime bien peut-être un peu critiquable. Moi, j'ai toujours un doute avec la prévention et le traitement, parce que tous ces objets connectés, c'est bien pour le bien-être, mais est-ce que c'est vraiment adapté aux outils de diagnostic en santé? Est-ce que ce n'est pas plus une affaire de prévention, du bien-être, de la qualité de vie? Je pense prendre son pouls, etc. Parce qu'il y a une critique de scientifiques en disant attention à tous ces capteurs, l'information donnée, il y a encore beaucoup de travail pour être certain que les données sont exactes. Alors ça, c'est une crainte qu'on peut avoir. Et d'autre part, est-ce qu'on ne risque pas, avec toutes ces machines, d'aboutir au scénario Terminator? C'est ce que je voudrais, dans les quelques minutes qui nous restent, que vous répondiez tous les deux. Cette peur, à chaque fois qu'il y a une mutation, il y a toujours des craintes qui naissent. Est-ce que cette crainte de la prise de pouvoir par les machines, donc Terminator, est-ce que c'est une angoisse non formelle ou est-ce qu'elle repose quand même sur des interrogations? Enfin, je te laisserai peut-être terminer, mais c'est une angoisse qui n'est pas non formelle. C'est-à-dire que, clairement, on parlait tout à l'heure du cerveau, qui serait à 10 puissance 15. Aujourd'hui, l'holographique vidéodisque multicouche annonce 40 téras, c'est-à-dire 40 000 milliards. Donc ça veut dire qu'on est à 40, 10 puissance 12.
Donc on n'est plus très loin. Et quand on voit D-Wave aujourd'hui qui annonce le premier ordinateur quantique qui est à 10 puissance 8 fois la loi de Moore, c'est-à-dire 1000 milliards d'opérations par seconde, on atteint des proportions absolument colossales. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse approcher la modélisation du cerveau, quelqu'un aurait dit ça il y a 10 ans, même il y a 5 ans, on le traitait de fou furieux. Aujourd'hui, on est, et encore, on ne parle pas du biomimétisme, par exemple, qui laisse entrevoir qu'on pourrait avoir des structures silicium fabriquées à 4 nanos, c'est-à-dire à des structures d'intégration encore plus fortes. Aujourd'hui, on est en train de passer de 20 nanos à 14 nanos. Donc, voilà, on est dans des trucs qui sont complètement disproportionnés. Et donc, du coup, les questions oui, des scénarios comme cela sont possibles. Et là va se poser la question, je ne prends même pas mon point de vue chrétien, va se poser la question de ce qu'on pourrait appeler concrètement l'autopoïèse, c'est-à-dire est-ce qu'on va être capable de s'adapter aussi vite que la transformation de l'environnement qu'on est en train de générer. Puisqu'au fond, l'environnement, il y a des choses qu'on subit, je veux dire, les volcans, tout ce qu'on veut, puis il y a des choses qu'on génère. Paraît-il, le réchauffement climatique, c'est pas que paraît-il, et puis plein de choses. Le problème, c'est l'autopoïèse, c'est-à-dire est-ce que nous allons avoir les ressorts parce que si vous voulez, c'est pas plus difficile probablement de s'adapter à la peste du Moyen-Âge ou à la bombe atomique, ou etc. Bon, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir trouver en nous les ressources d'adaptation, c'est-à-dire de contrôle, où l'humanité ne va pas s'échapper à elle-même. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelle image on a de l'homme, quel homme veut-on, et est-ce qu'on va conserver une capacité à s'adapter et à laisser sous contrôle un environnement qui est en train de véritablement exploser. C'est la question clé. Tout d'abord, un petit mot pour le cerveau, là, donc des performances qui s'approchent de celles du cerveau. Les limites, comme toute exponentielle, de temps en temps, il y a une cassure. Hein. Les limites, elles peuvent même être énergétiques, à savoir que le Human Brain Project, ça va être 20 mégawatts. Le cerveau humain, 20 watts, une petite ampoule. 1 million de fois moins de consommation que le Human Brain Project. Hein. Après ça, l'histoire de l'autopoïèse et de la prise de conscience, ça c'est vrai. Je pense qu'il y a toujours un décalage. Et ça avait été montré par McLuhan, un prophète un peu des technologies, qui disait, bon, l'imprimerie n'a pas été quelque chose de banal, l'imprimerie. Ça a amené probablement toute la modernité à partir de la Renaissance. Mais on a pris conscience de ça que longtemps après, le changement, il était en cours, on ne l'a pas vu. Un peu fasciné par ce qui se passe, on est dépassé, et la prise de conscience humaine, jusqu'ici, est toujours un peu en retard. Et c'est pour ça que cette autopoïèse aussi rapide, est-ce qu'on va être capable de la suivre? D'où un peu les risques évoqués. Bon, j'espère que cet échange vous a intéressé et que vous allez venir nombreux à la faculté de médecine et maïeutique pour cette conférence qui va avoir lieu dans quelques heures maintenant.